Bienvenue dans Quand la mémoire devient légende. Et bienvenue à cette première rencontre entre nos élèves et les résidents des terrasses La Fonderie qui ont accepté de partager un morceau de leur histoire avec nous. Allons les rencontrer. On raconte qu'à Drummondville, quand les voix se répondent, la mémoire se réveille. Aujourd'hui, au cœur de notre école, des souvenirs prennent place à côté des cahiers. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Néo. Léo. Néo. Néo. Avec un N, oui. Néo. C'est comme Léo, mais avec Néo. un N à la place. Et Maverick. Maverick, bonjour Maverick. Alors, Toi, tu parles anglais? oui, je suis anglophone Mais de base. tu parles français aussi parce que je parle Ouais. pas anglais. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bibliothèque. Je suis vraiment contente qu'on soit tout le monde ensemble aujourd'hui, rassemblés pour ce projet intergénérationnel-là. Moi, c'est Camille, je travaille à la Maison des Arts de l'autre côté de la rue. C'est la deuxième année qu'on fait le projet intergénérationnel. Puis le but, c'est vraiment de créer des rencontres avec des personnes des terrasses de la Fonderie, en l'occurrence, et des élèves. Là, on est avec des élèves de Jean Rimbaud. Et on se rencontre, on discute de nos vies, mais ultimement, on va aussi assister à un spectacle ensemble. C'est le spectacle Alexis, qu'on va voir ensemble la semaine prochaine. Et aussi, après le spectacle, les élèves, vous allez écrire la légende de la personne que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, les résidents des terrasses, votre vie va devenir une légende qu'on va venir vous dévoiler un peu plus tard cette année. J'espère que vous avez hâte de voir à quel point on va magnifier vos qualités. Ça va être assez drôle. C'est tout le temps un moment touchant aussi, fait que j'ai hâte qu'on partage ça ensemble. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous laisser poser vos questions pour qu'après ça, vous soyez en mesure de faire vos légendes. Puis je vous souhaite de passer un bon moment. On est très contents que ça puisse avoir lieu encore cette année. Merci de votre participation aussi. Bonne discussion. Est-ce que tu sais pourquoi on est ici, Paulette? Bien, c'est pour voir la différence. Travailler avec des personnes âgées. Puis moi, ça me fait plaisir d'avoir un bain de rajeunissement aujourd'hui. Ah, ben merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. On va te traiter comme une star aujourd'hui. OK, parfait. Alors, on a une couple de questions pour toi. C'est quand ta date de naissance? Le 25 du 12e mois, 1936. C'est Noël. À quel endroit avez-vous grandi comme ville? Ça s'appelle maintenant Ville Pohénégamook, dans le quartier Saint-Éleuthère. Je suis venue au monde dans le rang 4. Ah, Chez nous, nous étions 8 filles puis un garçon. ouais. On était des cultivateurs, puis ça prenait de la main-d'œuvre, mais nous, les filles, on a travaillé comme des garçons. Hein? Ouais. Ouais. Mais ils travaillaient plus dans le champ. Quand ça venait le temps de traire les vaches, c'était les filles qui faisaient ça. Ouais. Ah, ben c'est une bonne affaire. 8 filles puis un gars pour aider les parents Sur la ferme. quand vous étiez jeune. C'est quoi les meilleurs souvenirs que vous avez? Bien, les meilleurs souvenirs, c'est que chez nous, on faisait de la musique Oh. parce que mon père était violonneux. Puis on était 3 filles qui jouaient de l'accordéon puis du piano. Fait que c'est comme du rigodon. Oui, des rigodons. Puis j'en joue encore à la résidence. Ah, ouais? Oui. Une musicienne professionnelle. Bien, c'est plutôt autodidacte. J'apprends, je joue à l'oreille. Vous êtes capable d'imiter une note si vous l'entendez? Oui. Quand j'entends la mélodie, là, ça me sort par le bout des doigts. C'est parti. Y a-t-il des événements marquants durant cette période de votre vie, 14-15 ans? Tu parles personnel? Ouais. Par exemple, nous, on a eu la COVID-19. Je suis au début de la Révolution tranquille. Moi. Ça a commencé en 1960, donc j'avais 7 ans. J'arrivais à l'école au primaire. Et ça a été quelque chose d'assez révolutionnaire. On s'est mis à parler français partout. Tout était en anglais avant ça, au Québec. C'était assez particulier. Ça a été un des gros événements. Et aussi,
la mainmise du gouvernement sur plein d'activités qui étaient autrefois réservées à l'Église. L'Église s'occupait des hôpitaux, l'Église s'occupait de l'éducation, l'Église s'occupait de ce qui se passait dans les chambres à coucher. Ça veut dire l'Église était partout. T'sais, si madame allait à la confession et que le curé lui demandait comment ça se fait que tu n'es pas encore enceinte cette année, Elle doit répondre. il doit répondre, écoute, il se passe quoi, là? T'sais, l'Église était partout. Et là, la Révolution tranquille a fait que ça a commencé à libérer, redevenir au gouvernement ou aux gens. Ça a été la partie le changement le plus drastique qu'on a eu, je dirais, à ce moment-là. Est-ce que vous aviez une particularité physique vers 14-15 ans? Par exemple, la taille, la force, le regard, la lumière? La voix, j'ai été longtemps dans une chorale. J'adorais chanter. La chorale où on était... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chorales, tu sais, en habit blanc avec une petite croix de bois, puis j'ai été longtemps dans ça. On a fait beaucoup de spectacles, on a fait beaucoup de spectacles télévisés. On a même enregistré un disque, tout ça. Ça, j'adorais ça. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais aussi partie d'une chorale à la résidence où on préparait des spectacles qu'on faisait au CHSLD, même dans des résidences où il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'Alzheimer, mais elles chantaient avec nous autres. Ouais. Même en souffrant d'Alzheimer, c'est des souvenirs qui restent très enfouis, tu sais. Vous êtes à l'origine de ce projet. Quelle étincelle a lancé l'idée? L'étincelle, en fait, là, c'est quand j'ai vu la vidéo du projet qui a été faite à Saint-Hyacinthe. Donc, eux, ils avaient fait un projet similaire avec des rencontres intergénérationnelles, ils avaient assisté à un spectacle. Puis là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse ça à la Maison des Arts à Drummondville. Puis c'est la deuxième année qu'on fait le projet. L'année passée avec des plus jeunes, maintenant des plus vieux au secondaire. Puis c'est tout le temps des belles rencontres, là. Fait que c'est ça l'étincelle. N'aurais-tu des événements marquants que tu te rappelles jusqu'à aujourd'hui? Des événements marquants. Bien, j'ai perdu ma deuxième sœur, la plus vieille. Elle avait 25 ans. Elle est décédée de la naissance de son deuxième bébé. Et moi, j'avais 16 ans. C'était un événement très... Oui, très triste. Très marquant, oui. Après ça, bien, d'autres événements marquants. Bien, j'ai eu le cancer. Puis je m'en suis bien sortie. Ça a été difficile, mais j'avais beaucoup d'espérance, puis je vivais mon moment présent. Puis je trouve que c'est très important, un jour à la fois. Mais est-ce qu'il y avait une qualité ou un défaut qui ressortait vraiment? J'étais très sociable. En fait, je l'ai toujours été de par mes parents. Mes parents s'impliquaient dans plein d'organisations au niveau de la paroisse, naturellement, au niveau de toutes sortes d'activités. Souvent, je les suivais, puis j'ai commencé à les accompagner. Tout ça, ça a fait que je suis quelqu'un de très sociable. Très sociable. J'adore des rencontres. Je suis à la résidence depuis 1 an. Je suis arrivé là en janvier 2025, ça fait pas très longtemps, mais je suis déjà impliqué dans toutes sortes de choses. Tu sais, c'est ça. Je me mêle de plein de choses. J'adore ça. On va créer des rencontres qui sont adaptées aux jeunes et aux personnes âgées des résidences des Terrasses La Fonderie. Donc, on a adapté aussi les questions qui étaient posées, le sujet qui est en lien avec le spectacle. Donc, c'est vraiment la Maison des Arts avec les Terrasses La Fonderie et l'école qui ont fait le projet adapté à Drummondville puis au spectacle qu'on allait voir. Cette année, c'est le spectacle Alexis, donc un spectacle de danse. Donc, les élèves ont aussi eu un atelier de danse avec quelqu'un de la compagnie. Donc, à chaque année, c'est vraiment adapté au spectacle qu'on va voir. De quoi aimeriez-vous que chacun se rappelle de cette rencontre? Il y a plusieurs choses, je pense, que j'aimerais qu'on se rappelle. La première, c'est vraiment que de se parler entre générations, ça nous permet de découvrir des nouvelles réalités, de voir comment la vie, le mode de vie, les valeurs, les habitudes ont changé. Donc, d'en apprendre sur vraiment un autre style de vie à travers les générations. Aussi, apprendre qu'il y a des choses qui restent à travers ces générations-là. On vit des expériences quand même qui se ressemblent, puis on peut faire des ponts aussi entre nous. Puis finalement, j'aimerais ça qu'on retienne que les arts vivants, les spectacles, ça nous permet de vivre plein d'émotions. Puis peu importe le spectacle, bien, on peut créer des rencontres très émotives alentour d'une œuvre artistique aussi.
qu'est-ce qui met les résidents le plus en confiance lors d'une rencontre comme celle-ci? Je dirais une belle planification puis qu'ils soient au courant de ce qui va se passer. C'est sûr que là, quand c'est des premières fois comme aujourd'hui, de bien leur expliquer qu'est-ce qui va se passer, c'est sûr qu'il faut que je sois sur place avec eux. Ça fait quand même des années que je les côtoie puis ils me font beaucoup confiance. Donc, je suis capable de les amener à faire beaucoup de choses nouvelles. Donc, de lancer dans l'inconnu comme ça, je pense que ça prend des gens de confiance autour d'eux. Merci beaucoup. De rien, Florence. Et vous, Madame Paulette Chenard, pourquoi c'est intéressant de partager certains de vos souvenirs avec des jeunes comme moi? Bien, moi, je pense que c'est important de voir qu'il y a une grosse différence de la jeunesse d'aujourd'hui avec mon temps de jeunesse. Puis, je pense que c'est important que vous connaissiez un petit peu d'où on vient. Je suis d'accord avec ça. Et vous, monsieur? Moi, ce que je trouve intéressant, déjà que les jeunes aient de l'intérêt à ce qui s'est passé il y a 40, 50 ans, c'est déjà beaucoup. Puis c'est agréable de lui transmettre des informations qu'on a vécues, mais déjà qu'il y a de l'intérêt, puis de voir ce qui se passe aujourd'hui, nous autres se tenir au courant de ce qui se passe aujourd'hui avec des jeunes comme toi, c'est très agréable. Vous, qu'est-ce que ça vous fait de penser que vous allez devenir le personnage principal d'une légende? Bien, sais-tu, je suis contente, je vais être dans l'histoire. Ça va être... Hein? Mon nom va être dans l'histoire. Et vous, monsieur? Moi, ce que je pense, c'est que les jeunes filles avec qui j'ai travaillé tantôt vont avoir besoin de beaucoup d'imagination parce que j'ai pas eu une vie nécessairement très trépidante, mais j'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Ça fait un plaisir de rencontrer M. Richard et Mme Chenard. Ils avaient toute une histoire à nous raconter. Oui, c'était passionnant. Et pour la prochaine étape, toute la classe ainsi que les résidents, nous allons à la Maison des Arts des Jardins assister au spectacle Alexis, là où les mots se mettent à courir. On se voit là-bas! Ce lundi 23 mars, la scène devient boussole. Nous allons chercher des mots dans les pas d'Alexis. On entre au spectacle et on verra ce qu'il laissera en nous. Bien, bienvenue pour notre discussion. Donc, on a les artistes ici avec nous sur scène du spectacle Alexis. Puis, en fait, vous faites la rencontre aujourd'hui des étudiants et étudiantes de secondaire 3 de Mme Annie Bergeron, ainsi que des résidents de la résidence Pelletier. Donc, tout ce beau monde-là, ils ont un projet ensemble à propos des légendes. Ils se sont rencontrés. Puis là, bien, ça donne bien. Le spectacle aussi parle des légendes. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une belle discussion, tout le monde ensemble. Je trouve ça vraiment beau comme projet, le fait de s'imaginer une légende. Puis il y a quelque chose de très québécois dans la façon de faire au Québec. Parce qu'en étudiant les légendes, en étudiant la légende d'Alexis, on a réalisé que les légendes du Québec ne partent pas de héros comme grecs ou de tragédies. Au Québec, on part toujours de gens ordinaires, puis on les rend extraordinaire. C'est le cas de Alexis, c'est le cas du géant de Beaupré, c'est le cas de Louis Cyr. Alors, il y a plein de légendes qui viennent du Québec. C'est des gens qui viennent toujours du peuple, mais qui étaient, au fond, exceptionnels. Puis je trouve que là, vous rencontrez des gens qui sont exceptionnels, mais qui viennent aussi des communautés, des villes, etc., etc. Voilà. Fait que je voulais partager ce parallèle-là qu'on peut faire avec l'univers des légendes et l'univers des légendes québécoises. Absolument. C'est un super beau parallèle. Est-ce que de votre côté, vous avez ressenti ça aussi quand vous avez travaillé les légendes? Oui. Est-ce que vous avez travaillé la légende d'Alexis particulièrement ou c'était plusieurs légendes différentes? Plusieurs légendes différentes. Est-ce que vous la racontiez avec des mots, la légende? Oui. Comment c'était de recevoir, de se faire raconter une légende sans les mots, avec le corps, avec la danse? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de nous partager comment vous avez trouvé ça? Différent de ce qu'on peut recevoir d'habitude. Parce qu'il n'y a pas de parole, puis c'est plus exotique, on va dire. Est-ce que tu as ressenti des émotions en regardant le spectacle? La joie. À part la fin, la tristesse. Parce que Alexis est mort, frappé par un train. Oui, effectivement, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager comment ils ont reçu ça, de se faire raconter une légende par la danse? Madame, ici?
Oui, voilà. Je connaissais pas du tout la légende. J'ai trouvé ça passionnant. Mais écoute, moi, ça me touchait. Comment est-ce que le corps peut s'exprimer et sans les mots, comment on peut tout dire. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Puis c'est... merci de nous faire vivre des émotions comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous entendais pas bien. Qui t'a fait prendre cette légende-là? Parce que des légendes au Québec, là, il y en a un méchant paquet. C'est à cause de ma fille. On dirait que chaque région au Québec a son histoire, sa légende. Et pourquoi moi j'ai été attirée par la légende d'Alexis le Trotteur, ça vient de ma fille. Parce que chez moi, j'ai un gros livre qui parle des légendes québécoises. Et ma fille était jeune, elle avait 4 ans, et je lisais ces légendes-là. Puis elle était beaucoup attirée par la légende d'Alexis. Puis, à un moment donné, elle m'a posé la question, oui, il était comment dans la vraie vie? Et c'est là que je ne pouvais pas y répondre, parce qu'on compte tout le temps les exploits, mais on ne découvre pas qui étaient réellement ces personnages-là. Et c'est vraiment en faisant de la recherche, en allant avec Mélanie Viau, en creusant la matière, qu'on a découvert que c'était une personne qui était très différente. Puis après, on s'est posé comment cette personne-là serait accueillie aujourd'hui. Puis on est allé voir des jeunes dans une école, des jeunes qui sont extraordinaires, mais que le cadre scolaire est peut-être plus difficile pour eux. On les met dans un groupe qui s'appelle l'adaptation. Mais pour moi, je n'ai pas vu de différence avec ces jeunes-là et les autres jeunes que je rencontrais. C'est peut-être juste au niveau des résultats scolaires. Par contre, il y avait des thèmes et des forces à nous raconter. Puis c'est à travers ces thèmes-là que nous, on a construit le spectacle. Donc, on parle d'Alexis, pas sur son histoire, mais comment lui était dans la vie, tout simplement. Est-ce que c'est vrai que Alexis, il passait le courrier? Alexis, là, pour être capable de faire un peu d'argent, il faisait des courses. Ça peut être le courrier, mais ça peut être aussi une commission ici, besoin d'un produit là, j'ai besoin d'aller chercher ça. C'est dans le village à côté, on ne se rendra pas à temps, il allait en courant. Fait qu'il faisait tout ça comme tournée, puis il se ramassait un peu de sous, ou des fois, c'était même en échange d'un hébergement. Un autre truc qui faisait du troc, c'est qu'il construisait des fours à pain. Il était excellent. En fait, c'est comme ça qu'il s'entraînait. Je vous donne un de ses secrets. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà mis les pieds assez profonds dans de la boîte? Tu sais que tu essaies d'ôter ton soulier. Tu vois ce que je veux dire? Ton soulier sort, c'est vraiment forçant. Imaginez lui dans des gros bassins où il mélangeait la terre glaise avec ses pieds, avec l'eau et tout. C'est comme ça qu'il construisait sa force dans ses jambes. Puis en échange de four à pain, il demandait quelques sous. Moi, j'ai une question. Les jeunes, vous êtes allés rencontrer des résidents de la résidence Pelletier. Puis je me demande, qu'est-ce que ça ajoute à la création d'aller rencontrer des gens pour créer un spectacle ou pour créer une œuvre? Peut-être les interprètes, avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Mais c'est sûr que ça ajoute beaucoup parce que des fois, on reste dans nos connaissances, on reste dans nos recherches, mais en parlant avec des autres, ça nous s'ouvre aussi et le regard, ça nous fait regarder un même texte, une même histoire d'un point de vue différent. Moi, comme immigrant, faire cette œuvre, c'est comme une façon de me sentir accueilli puis bienvenu ici. C'est comme pouvoir faire des parallèles entre les légendes colombiennes puis les légendes québécoises, puis pouvoir vous présenter cette pièce, c'est comme un cadeau pour moi. C'est vraiment, vraiment important. Je voulais rajouter que les jeunes qu'on a vus, ils nous ont même donné des gestes dans un des ateliers qu'on a fait avec eux. Puis on a gardé ces gestes-là, on les a modifiés. Puis c'est la première phrase qu'on appelle de mouvement, là, la première chorégraphie du spectacle où on commence comme ça, ici, tout le monde ensemble. Ça vient des gestes qu'eux, ils nous ont donnés à l'école. Ouais. Puis les thématiques. Oui. Puis les thématiques aussi. On a parlé du personnage, puis c'est eux qui nous ont ressorti les thématiques qu'eux ont trouvé importants, qui ont ressorti. Donc, comme Émile disait tout à l'heure, la thématique de la différence, de vouloir du regard des autres, de cadrer, de vouloir cadrer dans un cadre, moi c'est les mêmes mots, de vouloir aimer, être aimé. C'est tous les thèmes qu'eux nous ont ressortis, puis c'est comme ça qu'on a bâti, en gros, le spectacle. De votre côté, quand vous avez fait les rencontres, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, touché, ou est-ce que pour vous, c'était un défi de faire même cette rencontre-là? Qu'est-ce que ça venait vous chercher? Moi, j'avais vraiment hâte de faire cette rencontre-là parce que, justement, ils n'ont pas... vous n'avez pas la même version des faits que nous.
vous n'avez pas la même vision sur le monde. Puis je trouve ça le fun parce que quand vous voulez nous le partager, ben, ça nous fait justement, ça nous ouvre les yeux plus grands. C'est pas mal ça. Merci. Il y avait une personne juste, vous aussi, allez-y. Moi aussi, je suis immigrante, mais de pas très loin des États-Unis. Pas de où, là. Ce que j'ai aimé, c'est que moi, la légende d'Alexis Le Trottage, je ne connaissais pas du tout. Puis là, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, mais je vais aller trouver ça quelque part là, pour le lire. Mais j'ai parlé d'une légende à moi, à mes 2 garçons qui sont ici, là. Puis j'espère qu'ils vont l'écrire dans leur légende. Comme quoi, on a vraiment beaucoup à apprendre hein, de nos légendes, de nos histoires d'ici. Puis ça permet des rencontres aussi, quand on s'en parle entre nous, des rencontres formidables. Puis des créations aussi, des œuvres formidables. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés avec nous pour cette discussion-là. Puis on vous encourage à continuer à partager vos histoires entre vous, entre nous. C'est ce qui fait une différence. C'est ce qui fait qu'on est une culture vivante et qu'on est capable d'aller de l'avant. Émile, en tant qu'artiste, c'est quoi l'intérêt de raconter une légende par le biais de la danse? Je trouve que raconter une histoire à travers la danse, c'est quelque chose qui est très viscéral. En plus de raconter la légende de quelqu'un qui était connu pour sa physicalité, pour sa course, quoi de mieux que la poésie du mouvement pour venir raconter cette histoire-là. Des pas sur la scène, aux mots sur la page, il n'y a qu'un souffle. Bientôt, les tranches de vie des résidents, transmises de cœur à cœur, se métamorphoseront en légendes, façonnées par notre mémoire. Voici notre classe de français et nous allons faire les illustrations qui vont accompagner nos légendes. Allons-y! Nous allons maintenant interroger quelques élèves sur leur récit. Jessie, toi, c'est quoi qui t'a inspiré pour faire le dessin de ta légende? Eh bien, la personne âgée que je devais faire la légende, elle a une histoire d'amour plutôt tragique. Ses parents, eux, s'étaient quittés parce que le père en pouvait plus. Puis elle avait rencontré l'amour. Puis son amour, elle pensait que c'était immortel tout, mais ça a fini qu'ils sont aussi quittés. C'est pour ça que dans mon image, j'ai fait 2 plans. Un où ils sont heureux, puis la joie de vivre, puis l'autre où est-ce que c'est seulement elle qui est dans un bar tout seul, donc qui la regarde. Parce que ce qui lui rappelle son passé, que même si tu penses trouver l'amour, il y a des chances que la flamme s'éteigne. C'est jamais ce qui peut arriver? Sinon, elle aimait aussi aller patiner. C'est pour ça que j'ai fait des teints plutôt bleus pour rappeler tout ça. Pour rappeler l'hiver? Oui, effectivement. Parfait. Ben merci, Jessie. Toi, Lys, qu'est-ce que tu voulais qu'on retienne surtout de ton illustration et de ta légende? Ben, j'aimerais qu'on retienne son talent pour la musique et à quel point la musique, ça l'a suivi dans toute sa vie, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu l'as incorporé, ça, dans ton illustration?
Ben oui, j'ai surtout ajouté un petit village pour comme montrer où ce qu'il habitait. Mais j'ai rajouté comme l'enseignante parce qu'il y a une petite histoire qui est reliée avec ça, justement. Ben, merci beaucoup. Oui, justement, j'avais une question. Toi, tu voulais faire ressortir quoi de la vie de ta résidente? Moi, Madame Chenard, je voulais faire sortir le fait qu'elle avait vraiment été courageuse dans les moments les plus durs. Elle a eu le cancer, mettons, puis je voulais vraiment faire sortir qu'elle a gardé la bonne humeur, qu'elle a gardé son sang-froid aussi, parce que dans ces moments-là, c'est dur. C'est pas facile pour tout le monde, puis quand tu sais que tu as une chance de mourir, tu t'accroches à la vie. Mais c'est ce qu'elle a fait, elle s'est vraiment accrochée à la vie, puis je voulais y rendre honneur. Puis comment tu l'as fait ressortir, mettons, dans ta légende? J'ai parlé du fait qu'elle a attrapé son cancer à cause d'une divinité. Elle l'aurait trop cherché, et la divinité se serait mise en colère. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ressortir le cancer. J'avais pas d'autre moyen de faire apparaître un cancer comme ça, à la place de passer dans la fantaisie. Je vois. Moi, j'ai énormément hésité pour faire ma légende parce qu'il y avait plein de choses qui m'a dit que je trouvais vraiment exceptionnelles, que j'aurais voulu mettre en valeur. Le fait qu'il est super sociable, il est courageux, il a une super belle voix, il est sportif. Fait que pour moi, ça a été vraiment dur de mettre des choses en valeur. Comparé à toi, j'ai l'impression. Fait que t'as mis quoi finalement? J'ai mis qu'il était très sociable, puis qu'il était vraiment un bon ami pour tout le monde, que tout le monde l'appréciait. OK. C'est vraiment ça que je vais te ressortir. Que tout le monde dans son village ou dans sa ville l'aimait, mettons. Oui, exactement. OK. Je sens que tu veux pas trop te confier, mais... Non, je vais laisser le suspense jusqu'à temps que je dise ma légende. Ben, j'ai hâte d'entendre ça alors. Ben, merci beaucoup, Néo. Une légende ne dit pas toute la vérité, mais elle raconte un regard sur une vie confiée. Et bientôt, ces légendes quitteront la classe pour retourner vers ceux qui en sont l'inspiration. Bonjour tout le monde! On est aux terrasses de la fonderie. Nous allons maintenant remettre les légendes qu'on a tissées à partir de leur fil de vie à nos véritables héros. Allons retrouver les résidents. Bonjour tout le monde, je suis en avant au milieu ici, si vous cherchez la voie. Bienvenue aux terrasses de la fonderie. On s'est vu l'autre fois, mais je me représente encore une fois. Moi, c'est Camille, je travaille à la Maison des Arts à Drummondville, où vous avez vu le spectacle. Donc, je voulais dire un grand merci aux terrasses de la fonderie de nous accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur accueil. Merci aussi à Jean Rimbaud, à Annie, aux deux Annie en fait, à Mylène, qui ont tout organisé le projet. C'est vraiment grâce à elles aussi qu'on peut réussir à faire ces belles rencontres-là. Je vous rappelle un petit peu les étapes. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière, les étapes du projet. Vous avez eu à Jean Rimbaud la visite dans votre classe d'un artiste de la compagnie pour faire un atelier avant le spectacle. Après ça, tout le monde, on s'est rencontrés à la bibliothèque. Vous avez appris à vous connaître, vous avez discuté un peu. Ensuite, vous êtes allés en rédaction, les jeunes à Jean Rimbaud. Donc, depuis plusieurs semaines, c'est des légendes qui sont en train de s'écrire tranquillement. Puis aujourd'hui, bien, ça va être le grand dévoilement de tout ça. Vous avez aussi assisté ensemble au spectacle d'Alexis. Rapidement, y a-t-il 2-3 personnes qui veulent parler de leur expérience d'Alexis, qui ont aimé le spectacle, qui voudraient dire comment ils se sont sentis, comment ils ont aimé ça? À main levée. Oui. J'ai vraiment aimé ça, le spectacle d'Alexis, parce qu'il savait bien envoyer les émotions dans les mouvements. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Est-ce que c'est la première fois que tu voyais un spectacle de danse professionnel? Non. Non? Wow! Est-ce qu'il y en a que c'était la première fois qu'ils assistaient à un spectacle de danse professionnel en levant la main? C'est quand même rare, là, les gens qui ne pratiquent pas la danse, qui vont voir des spectacles de danse, mais vous avez vu que les histoires peuvent se raconter avec les mouvements. Fait que c'est une façon différente de découvrir les arts vivants. Fait que je suis contente que vous ayez pu assister à ça, tout le monde ensemble. Donc, merci tout le monde d'être ici. Bienvenue. On va commencer avec des lectures individuelles. Donc là, ça va être nos animateurs, et c'est Néo et Florence qui vont venir vous présenter qui va lire sa légende en avant devant tout le monde. Donc, est-ce que vous êtes prêts à venir nous présenter les premières lectures? Je vais vous laisser le plancher. Tiens.
c'est ton micro. Bonjour à tous, merci de nous accueillir ici. On est vraiment heureux d'être à la terrasse de la fonderie. Depuis plusieurs semaines, on travaille sur un projet un peu spécial. On a rencontré certains d'entre vous, on a écouté vos souvenirs, des moments de votre vie. Et à partir de tout ça, on a créé des légendes. Des légendes, ce sont des histoires inspirées du réel, mais qu'on transforme avec un peu d'imaginaire pour garder une trace autrement. Aujourd'hui, c'est un moment important pour nous parce qu'on peut enfin vous les partager. On va commencer par vous lire quelques légendes devant tout le monde, puis vous aurez l'occasion d'entendre et échanger plus tranquillement avec les élèves en petits groupes. On vous invite simplement à écouter et à vous laisser porter par les histoires. Avez-vous déjà entendu parler de la malédiction qui a piégé le village de Nordique de Polynégamook? Ça fait 60 ans que le petit village n'est plus la cible d'un sort qui dépassait les limites du possible, grâce à son héroïne, Paulette Chénard. Un vieux jardinier du village qui avait été témoin de l'événement est venu m'en parler. On raconte qu'une divinité aurait fondé Polynégamook pour punir tous ceux qui avaient commis un péché. En effet, le village attirait seulement ceux qui avaient déjà péché, que les crimes soient très graves ou moins graves. Sa malédiction dissuadait les innocents de le visiter et forçait inconsciemment ses proies à rester à l'intérieur de son territoire. Cette divinité adorait faire souffrir ses cibles en s'attaquant aux gens qui leur étaient chers. Sans surprise, les colons prisonniers ont fondé des familles. Notre héroïne était la petite fille d'un de ces colons. Elle s'appelait Paulette Chénard. Ses plus belles qualités étaient unanimement qu'elle était très respectueuse, fière et qu'elle savait reconnaître le meilleur des gens. Elle avait aussi quelques talents comme une étonnante facilité à l'école et un talent pour l'équitation. À ce qu'on m'a dit, la première à avoir malheureusement perdu la vie pour une raison inconnue depuis bien longtemps a été la deuxième sœur de Paulette. La divinité s'était finalement décidée à poursuivre sa punition. N'en croyant pas ses oreilles, notre adolescente a pris son cheval et s'est éloignée au grand galop. Les gens qui la connaissaient savaient que cette jeune femme avait seulement besoin d'un moment pour remettre ses idées en place. Le jardinier a vu trouver refuge dans la maison de son grand-père, en face du jardin, puis il s'est précipité à l'intérieur pour la rejoindre. Elle vivait son deuil comme seulement elle savait le faire, soit avec acceptation. « Il faut bien mourir sa vie pour bien vivre sa mort », disait-elle. Et elle avait raison. Après quelques minutes avec la pauvre, le jardinier lui a révélé qu'elle n'était pas la seule à avoir perdu quelqu'un, mais que lui aussi avait perdu son père d'une cause inconnue et il avait effectué des recherches après. Ceci n'avait jamais été concluante, mais des vieux fous du village lui avaient juré l'existence d'une puissante force vengeresse qui ciblerait ses habitants. Le jardinier n'y avait pas cru, mais Paulette, elle, était sûrement prête à faire n'importe quoi pour sa sœur. Cette Paulette Chénard, fouille comme elle était, a tenté en vain de trouver des traces ou des indices qui prouveraient qu'une malédiction trônait sur la municipalité quand elle a développé un puissant cancer. On dit que la malheureuse a tellement attiré l'attention de la divinité que celle-ci en aurait fini par en être irritée et aurait fini de la maudire à son tour. Quelques jours plus tard, Paulette savait déjà que ses jours étaient comptés. À partir de ce moment, la cavalière profitait de chaque jour où son cœur battait encore et ses quelconques problèmes ne lui importaient plus. Lors d'une grande soirée organisée pour sa sœur, la musicienne s'est présentée sans hésitation. Tous, sans exception, ont été agréablement surpris de la retrouver et elle a commencé à jouer de belles mélodies jusqu'au petit matin. C'était un moment très important pour notre héroïne parce qu'elle pouvait, selon le jardinier, participer à la vie, comme elle le disait si bien. Après la soirée, les habitants n'en revenaient tout simplement pas. Paulette n'avait plus aucune trace de cancer. Aussi, des touristes ont commencé à arriver. Certains ont cru au miracle, mais les plus fous ont pensé qu'en voyant la jeune femme malade jouer, la divinité aurait compris que tout le monde devrait avoir la chance de faire valoir sa vie. La rancune ne mène à rien. Les gens apprennent de leur erreur tout seuls. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que l'histoire de Paulette Chénard porte vraiment un beau message avec elle. En tout cas, c'est la leçon que j'ai apprise aujourd'hui. Merci. Donc, je vais vous lire le texte qui va s'intituler « Pour la liberté » pour mon résident juste ici, Jean-Pierre Richard. 13 juin 1968. Le jour où tout a changé, où tout fut à recommencer. La tragédie s'est déroulée dans un petit village des plus normaux, appelé Cap-de-la-Madeleine. C'était un lieu très accueillant où tout le monde se connaissait. Il était donc normal de connaître le fameux Jean-Pierre Richard. Jean-Pierre était un jeune homme âgé d'à peine 15 ans,
connu pour être sociable et impliqué. Un vrai petit militant, disait-on. En effet, l'école du village était si stricte sur les règles et le code vestimentaire que les jeunes avaient créé un groupe de manifestants, Jean-Pierre à sa tête. Il militait pour leur liberté, pour leur confort, et c'était le jeune homme qui dirigeait les opérations. Un jour, alors que Jean-Pierre se rendait à l'école, il sentit une présence autour de lui, comme si on l'observait, comme si quelqu'un le fixait. Le garçon fut d'abord surpris, car jamais rien d'inquiétant ne se passait dans son petit village assez tranquille. Il s'était toujours senti en sécurité. C'est lorsqu'il tourna la tête qu'il comprit. Un énorme monstre marin d'un noir d'ébène se tenait devant lui. Jean-Pierre sursauta. Que pouvait-il bien faire ici? « Bonjour, Jean-Pierre. Je suis venu ici pour te faire une offre. Je sais que vos manifestations vont mal et que vous êtes en train de perdre vos revendications. Alors, voici mon offre. Je vous fais gagner, mais en échange, votre village disparaîtra sous les eaux d'ici quelques années, dit la créature. Jean-Pierre ne se posa pas de questions. Pour lui, les gens de son école qui devaient vivre sous un régime strict comptaient plus que tout. Il se devait de leur faire honneur. Alors, il accepta et le monstre partit, un sourire malicieux aux lèvres. Les jours qui suivirent, Jean-Pierre remarqua que les créatures avaient tenu sa promesse. Ils étaient en train de gagner. Les professeurs avaient commencé à leur laisser plus de liberté dans le code vestimentaire. Ils eurent, par exemple, le droit d'avoir les cheveux longs et de porter des jeans. Cependant, comme toute bonne chose a une fin, quelques années plus tard, le village disparut sous les eaux et plus jamais on n'entendit parler de la petite ville de Cap-de-la-Madeleine. Les gens se souvinrent de Jean-Pierre comme un grand homme merveilleux qui avait changé la façon de fonctionner des écoles. Il avait néanmoins gardé pour lui les péripéties qui avaient emmené son village à sa disparition, faisant tout de même de lui un héros aux yeux de tous. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Jessie qui va raconter sa légende. Aujourd'hui, je vais raconter la légende du cœur héréditaire. La famille c'est la vie, mais parfois, elle peut éclater un cœur comme toi. C'est ce que l'histoire de Marguerite nous apprend. Dès son plus jeune âge, Marguerite était la sœur de Lefebvre et habitait dans une petite maison faite principalement en pierre dans le banlieue de Saint-Philippe. Malgré cela, la maison était très paisible dû à la présence de leur père tellement même les vies s'agiter. Pour passer le temps, Marguerite allait régulièrement patiner pour s'échapper du lit familial. Un beau jour d'hiver glacial, Marguerite enfila ses patins et se dirigea vers la glace comme à son habitude. Lorsque, parmi la brume glacée, un battement d'aile se fit entendre. C'était Cupidon. Celui-ci était venu pour une proposition des plus simples. Toi qui cherches l'amour, je suis venu te proposer un marché. Effectivement, Marguerite en quête d'amour. Étant la petite fille timide et réservée qu'elle était, c'était l'occasion parfaite. Elle serait enfin remarquée et arrêterait d'être la roue de secours de tout le monde. Celle-ci demanda alors à Cupidon, quel est donc ce marché? Cupidon répondit, je te trouverai l'amour de ta vie, mais en échange, un couple devra être défait. Marguerite n'hésita point et accepta sans réfléchir. Le lendemain, il était là, l'homme de sa vie. Le coup de foudre arriva très vite. Et 3 jours plus tard, ils s'étaient déjà mis ensemble et le premier des élus prit très peu de temps à arriver. Cependant, Marguerite tomba très vite de son nuage lorsqu'elle apprit qui Cupidon avait choisi pour encouler la flamme, ses propres parents. Cela fait un choc pour elle, mais elle n'avait pas le temps de pleurer. Une vie d'amour l'attendait de son âme seule. Après plusieurs années, la flamme continuait toujours à brûler de mille feux. Le couple a eu même des enfants. Rien ne pouvait les séparer, en fin de presse. Lors d'un jour banal, on cognait à la porte de Marguerite. C'était Cupidon. La raison de sa visite était très simple. Un couple s'était formé grâce à lui. Il était venu lui dire que leur flamme devait malheureusement être éteinte. Les cris et les sanglots ne purent rien changer. Le lendemain, son amour était déjà parti. Depuis ce jour, Marguerite espère de tout son cœur déjà blessé que Cupidon ne viendra jamais pour ses propres enfants, pour leur annoncer cette triste nouvelle qui détruit les cœurs brûlants d'amour. Wow! Merci pour ces 3 lectures.
Je voulais prendre un petit moment pour vous dire merci encore une fois à tout le monde. Je pense qu'on peut s'applaudir d'avoir participé à ce projet-là. Donc, encore une fois, bravo, merci aux élèves. Je pense que ça a été un défi pour certains, certaines aussi, de trouver la bonne twist pour faire la légende. Vous avez travaillé super fort de ce que j'entendais d'Annie. Donc, j'espère que les résidents et résidentes, vous êtes bien touchés de ces légendes-là et que vous allez les faire lire aussi à d'autres mondes. Tu sais, c'est pas un projet qui se termine aujourd'hui, je pense. Hein? Ça va perdurer. Puis il y a des gens qui vont découvrir vos légendes aussi, même aux terrasses de la fonderie, dans leur famille. Fait que ça va continuer de vivre au-delà de la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup aux deux Annie, comme j'ai dit tantôt, qui ont participé au projet. Jennifer qui nous accueille aujourd'hui. Merci. Elle a cuisiné toute la nuit pour ça. Merci. Merci aussi à Nous TV et à l'Express qui sont venus couvrir ça. C'est quand même pas rien. Vous avez été des vedettes aujourd'hui pour les médias locaux. Merci à Mylène aussi qui a participé au projet, qui est là pour prendre des photos tout le temps. Puis j'espère que vous avez apprécié les rencontres. Est-ce qu'avant de partir, il y en a qui voudraient juste partager quelque chose avec nous, à main levée? Est-ce qu'il y a un moment que vous avez préféré, mettons, dans ce projet-là? Tu as remercié tantôt Jennifer, mais moi, je vais la remercier de la part des résidents et résidentes, parce que Jennifer nous organise très souvent des belles activités comme ça qu'on apprécie au plus haut point. Merci, Jennifer. Bravo, merci, Jennifer. C'est vrai, si elle avait dit non, j'ai trop de projets, ça ne me tente pas, bien là, on n'aurait pas pu vivre ça, fait que ça dépend beaucoup d'elle et de son travail aussi, en effet. Oui, une main levée. Merci pour ce merveilleux projet. Félicitations aux enseignants. Je sais pertinemment ce que ça prend pour faire des projets semblables. Alors, je vous remercie beaucoup. On a apprécié, on est des aînés choyés par vos élèves. Merci. Oui. Je pense qu'il y a un petit dernier commentaire, oui. Moi, je vais remercier les jeunes hommes et les jeunes femmes qui se sont engagés à ce projet-là. C'est vraiment beau, vraiment touchant. Ça fait pleurer, ça touche de voir ces jeunes aussi animés, aussi sensibles à leur environnement et aux gens qui les entourent. Bravo les jeunes. Non, je sais pas. Bravo les jeunes. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Je vous dis merci puis un bon retour à l'école. J'espère que vous vous rappellerez de ce projet-là encore longtemps. Yeah! Quel effet avez-vous observé chez les résidents depuis la première rencontre? OK. Quel effet, mettons, concret là, depuis la première rencontre? Je sens que les liens se sont tissés vraiment très rapidement. Je sens qu'il y avait de la fébrilité. Il y avait vraiment hâte d'entendre et de voir comment vous auriez pu dépeindre leur vie dans une légende. Donc, cet effet-là, c'était un effet qui grandit à chaque jour, puis il y avait comme très, très hâte, là, comme des enfants. Maintenant, quelle émotion avez-vous observé chez les résidents lors de cette rencontre aujourd'hui? OK. La rencontre d'aujourd'hui était teintée de plusieurs émotions, je dirais. Oui, il y avait la fébrilité, parce qu'il y avait hâte, mais ensuite de ça, on a vu des gens qui étaient émus, puis des gens fiers. Fiers. Je pense que c'est ça que je retiens le plus. Et puis, dans cette fierté-là, il y avait surtout de voir qu'il y a des beaux jeunes comme ça qui s'en viennent pour soutenir la société. Merci beaucoup de votre implication pour de vrai. C'est vraiment grâce à vous, ça. Donc, merci beaucoup. Ben, bonjour, Annie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben, je suis content d'entendre. J'avais une question pour toi. Toi, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que ça t'a fait vivre, ce projet-là? Ça m'a fait vivre vraiment beaucoup d'émotions.
Au départ, quand on a présenté l'idée, je me disais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler la légende avec des vraies histoires, de vrais témoignages de personnes. Puis, je me suis préparée, je l'ai fait avec ma propre mère, je lui ai posé des questions, j'ai tenté de faire l'exercice. Moi, ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai appris des choses de ma mère que je ne savais pas. Le plus difficile, ça a été peut-être d'inclure le côté merveilleux à ces vraies informations-là. Mais une fois que j'ai trouvé l'idée, mais après ça, l'écriture s'est fait quand même toute seule. Puis j'ai vu aussi la réaction chez ma mère quand je lui ai lu ma légende. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'étais convaincue. Parce que je me disais, si ma propre mère a réagi comme ça veut dire que probablement que les autres vont avoir la même réaction. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, je pense qu'on a quelque chose. C'est intéressant de voir les élèves aussi, de jaser avec les résidents. Je pense qu'il y a eu un beau partage qui s'est fait. Je pense que les élèves ont appris des choses sur les résidents et vice-versa. Je pense que même les résidents ont appris beaucoup des jeunes. Donc, je trouvais que c'est un beau projet pour ça. En classe, j'ai vu que c'est un petit peu difficile de dire comment je peux faire pour faire intervenir des éléments du merveilleux dans une histoire vraie. Ça, j'ai senti là, que c'était un petit peu plus difficile, mais on a travaillé, on a trouvé des idées. Puis, il y en a qui l'ont trouvé tout de suite. Là, puis ils disaient « Wow, je pense que je sais déjà ce que je vais faire. » Ça, je trouvais ça chouette. Sinon, on a travaillé un petit peu plus. Après ça, je sentais qu'il y avait quand même un petit stress de dire « Hey, j'écris quelque chose pour quelqu'un d'autre. » Je pense que j'ai senti un petit stress de dire « il faut que ça soit bon. » Faut vraiment, là, je sentais là, qu'il voulait être bon, il ne pouvait pas écrire n'importe quoi. Fait que ça fait en sorte que je me dis, oh, ça va faire des très, très bonnes histoires. Fait que c'est pour ça que là, la légende s'est écrite. Puis à partir du moment où les gens avaient les idées, mais après ça, la légende s'est faite toute seule. Puis là, de les entendre aujourd'hui lues par les élèves, moi, ça m'a vraiment beaucoup émue. Là, j'ai versé une petite larme, puis de voir aussi la réaction des résidents aussi qui pleuraient, bien, ça m'a encore rendu plus émue. Fait que je trouvais ça vraiment chouette. Merci Annie, on a été vraiment chanceux de faire ce projet-là. On est juste 30 élèves sur 1000 queues. Puis c'est grâce à toi, donc je te remercie. C'est pas grâce à moi, dans le fait. Moi, je suis l'enseignante, mais on était toute une équipe. Et quand je pense à Nishtra, qui était mon agente culturelle à l'école, qui m'a chapeautée là-dedans, qui me rencontrait, puis tout ça, pour voir où on était rendu avec les gens de la Maison des Arts, des terrasses de la fonderie. Fait que ça a été vraiment un beau travail d'équipe. C'est ça qui a fait en sorte que ça a donné de si beaux résultats. Quel passage dans nos légendes vous a permis de vous reconnaître? La timidité. Vraiment, puis en quelque part aussi d'être en amour, mais qu'à un moment donné, la vie peut changer de bord assez vite. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette rencontre avec nous, les résidents? Eh bien, je dirais que c'est votre façon de parler. Vous parliez comme si vous étiez une personne tout à fait normale, qui avait rien fait dans la vie, alors que, au fond de vous, vous saviez que tout ce que vous avez accompli jusque-là, c'était quelque chose de magique. J'ai bien aimé, premièrement, comment on peut apprendre beaucoup plus d'une autre époque ou plus d'une vie de quelqu'un d'autre, puis de voir les similarités avec les différences que tout le monde peut voir, peut vivre, puis à quel point ce qu'on peut croire anormal est normal chez quelqu'un d'autre. Comment vous êtes-vous senti en entendant cette légende inspirée de votre vie? Tu venais juste au travers un texte de, comme tout résumé, qui j'étais. C'est plus grand que nature. Merci beaucoup d'avoir participé à cette expérience-là. Je suis certaine que vous allez vous en souvenir longtemps. Merci beaucoup, les garçons. Madame Paulette Chénard, c'est quoi que tu as le plus aimé de la légende que tu as entendue aujourd'hui? Ce que j'ai aimé, c'est ta facilité à composer. Je trouve que tu as beaucoup d'imagination. OK. Merci beaucoup. Est-ce que ça t'a marqué que la légende que j'ai écrite? Oui, parce que tu as relevé quand même des choses que je t'avais dites, mais c'est tout ce que tu as brodé autour qui a fait que c'est une belle histoire à raconter. OK, merci.
Ben, je suis vraiment touché du compliment. Paulette, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre cette légende-là? Bien, je trouve, elle demande comme émotion. L'émotion que j'ai eue, c'est de voir qu'un adolescent vienne rencontrer une personne âgée et qui a un intérêt. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un plaisir partagé. J'ai vraiment aimé ça. On a eu vraiment une couple de projets. C'était super le fun. Autant la rencontre qu'aller voir le spectacle. On a vraiment eu des bons moments. Mais j'espère qu'on se reverra aussi à un moment donné, quand tu veux. Qu'est-ce qui vous a plus surpris dans ma légende? C'est le choix que tu as fait pour le texte. À travers tout ce qu'on avait discuté ensemble lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, il y avait quand même plusieurs points. Et le fait que tu as décidé de prendre ce point-là pour le descendre, j'ai trouvé ça un beau choix. Un beau choix, c'était très intéressant. J'apprécie. J'ai apprécié beaucoup la légende que tu as écrite. Mais est-ce que ça vous rend fier de vous quand vous lisez cette légende-là? Oui, je trouve ça le fun d'avoir réalisé des choses. Et je trouve ça très le fun aussi de voir que vous vous impliquez dans ça, dans ce qui s'est passé avant vous autres. Il y a une histoire derrière ça que je trouve passionnante, vraiment, là. Puis est-ce qu'il y a un passage vraiment qui vous a accroché, là, que vous avez vraiment aimé? Le principe, quand tu dis que ma ville natale a disparu, bon, il ne faut pas se conter l'histoire, elle n'est pas disparue, mais elle a été assimilée par Trois-Rivières. Puis pour les gens du Cap-de-la-Madeleine, on est des Madelinois et jusque dans le cœur. Tu sais, c'est comme Trois-Rivières, c'était la ville comme adversaire un petit peu. Tu sais, il y avait des grosses bagarres on se battait pas à point, là, entre Trois-Rivières et le Cap-de-la-Madeleine. Et c'est une identité qu'on a perdue un petit peu. Ça, c'est un petit peu triste. C'est ça que j'ai remarqué. Je voulais vraiment mettre ça en valeur. Je trouvais ça vraiment intéressant. Tu avais bien remarqué. Vraiment, tu as été très bonne. Bravo. Un grand merci à vous tous, car sans rencontre, il n'y aurait pas eu d'histoire. Puis sans histoire, il n'y aurait pas eu de légende. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette aventure. À la prochaine!